Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est encore nous. Et oui. Et le podcast sous Blister FM. On est accompagné de nous trois là. J'ai l'impression qu'on est dans un mood qui va être tellement différent du premier, mais c'est super. Ouf. Donc au micro, microphone check, c'est Glad. Nous avons aussi Oshun. Et aujourd'hui notre invité n'est autre que notre host Mimo for real. Trop bien. Sur Instagram. Je suis refait d'être là. Ouais, en cette journée. Chez moi, finalement. Merci pour l'accueil d'ailleurs. Très avec bel plaisir, appartement. Très belle plaisir. cuisine, je le redis. Attention de ne pas balancer l'adresse parce qu'on va peut-être devenir des stars un jour et il ne faut pas qu'on ait de stalker. Chelou Okay, après les gens en bas qui m'acclament et tout. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sous Blister FM. Organisé, hosté, tout ce que vous voulez par le Sous Blister Collectif. Un collectif pluridisciplinaire mêlant art de tout genre. Et aujourd'hui, pluridisciplinaire, c'est bien. Pluridisciplinaire, hein. Ouais, c'est ça que je me répète beaucoup. Et notre invité du jour, du coup, Mimo for real. Présente-toi, peut-être. Oui, alors, bonjour. Je suis Mimo, a.k.a. Floriane dans la vie civile, normale et juridique. Et je suis photographe, déjà. Grosse casquette. J'en ai plusieurs, mais photographe, c'est quand même le truc principal. Hyper stylé. Dit-elle. Qui est l'art le plus stylé du monde, que je regrette de ne pas pouvoir faire, parce que... dis pourquoi le mec qui pratique un art tout aussi stylé qu'est la musique. Ouais, finalement. J'ai toujours trouvé ça fascinant, le truc de capturer, le temps, le moment dans une pellicule, et vraiment ce truc de avoir la vision avant que tu appuies le bouton. Genre, waouh, ça, je vais le prendre parce que c'est beau. J'ai essayé et à chaque fois, je suis là en mode, mais c'est pas ton truc. Mais est-ce que tu fais des photos mentales des fois de trucs? Non, mais justement, mais vraiment. Il y a rien, il y a pas des moments où. Non. Un truc de médium où vous. Parce que oui, Noémie fait de la photo. Oshun fait un peu de photos, beaucoup de photos même. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant, ce truc de. Je vois quelque chose et j'arrive à le capturer. Et surtout, j'arrive, parce que moi, je vois des choses, mais j'arrive pas à le capturer. Donc respect pour ça, en vrai. Ouais, mais finalement, toi, t'entends des trucs que t'arrives à, tu vois, agencer de manière stylée. Tout à fait. Sous Blister FM, en fait, on est là pour se saucer, en fait. Et oui, oui, c'est du sauçage permanent. J'adore. Alors, quelles sont ces autres casquettes? Eh bien, on pourrait dire que je suis médiatrice culturelle, parce que j'ai le diplôme. Est-ce que ça me sert dans ma vie d'aujourd'hui ? Oui et non. Plus que non que oui. Pour avoir le diplôme aussi. Voilà, hein. Bof. Moi. Non, mais je vais juste dire photographe, en fait, déjà. Photographe. Je peux aussi dire que je suis thérapeute, mais c'est un truc qui est pas réglementé et qui est un peu dans le vent. Et du coup, j'ai pas trop envie de figer cette étiquette-là. Je peux le dire. C'est vrai, je peux le dire. Ouais. Tu peux le dire. Je suis thérapeute. Tout en sachant, effectivement, comme tu l'as très justement fait remarquer, que thérapeute n'est pas un équivalent de médecin ou psychologue. Et du coup, et tu allies, parce que nous, on se connaît, on se parle un peu hors... On se côtoie, mon on cher. se côtoie hors podcast, antenne. hors antenne. Et t'as trouvé un peu, je dirais récemment, mais au final, je pense tu penses à ça depuis un moment, à mêler les deux, en fait, ce que je trouve super intéressant. C'était un long parcours. Avec le terme photothérapie que je trouve vraiment trop stylé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Grave. Rien à voir avec la phytothérapie. À une lettre près, c'est vrai. Ouais, non, rien à voir. Et pourtant... Pourtant, tu aimes les plantes. Pourtant, j'adore. Est-ce qu'on peut pas faire de la photophytothérapie ? De la photophytothérapie, waouh, ça devient méta, j'adore. On est sur un crossover, j'adore. Attends, quand tu fais de la cyanotypie, que tu ramasses des plantes et que tu les... Tu vois ? De la cénotypie ? De la cyanotypie, de la cyanotypie. Des chimies que tu mélanges, après tu mets sur un papier, tu vas récolter ta meilleure fougère dans ta meilleure forêt, tu la mets sur ton papier, tu l'exposes, tu rinces et ça fait un espèce de bleu. C'est ma photo de profil qui est bleue là, bleue et blanche, c'est de la cyano. Voilà, et donc finalement c'est un peu de la photophytothérapie. Incroyable. Comme ça, toi qui nous écoutes, tu as pas un nouveau mot. Et Let's go. Et oui, du coup, ouais, la photographie thérapeutique, et en fait c'est un long parcours de fou. J'ai fait une rétrospective récemment de comment j'en suis arrivée à pratiquer la photographie de cette manière-là. Je crois qu'il y a eu plusieurs dates un peu clés. En 2021, donc sortie de Covid, et là on va être très original dans le propos et on va dire qu'on a ressenti une urgence de vivre, de se reconnecter à son soi authentique. J'adore. tout à fait. Voilà, moi j'arrivais d'un cursus universitaire qui m'avait bien roulé dessus. Je voulais C'est étonnant ça. C'est étonnant. Un système éducatif qui broie les gens finalement. C'est une tradition française
pur et dur. On aime. Il va falloir me canaliser, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Pas de soucis. Donc 2021, sortie de Covid, je me dis, mais en fait, depuis 6 ans, je fais de la photo. Qu'est-ce que je fous à l'université ? Ok, la recherche m'intéresse, mais j'ai envie de faire des trucs un peu concrets. Et du coup, je suis partie en bac pro photo, je suis retournée au lycée. Et là-bas, j'ai découvert le travail en série, le fait de penser sa photographie en série, et donc en projet, et non plus en juste une image comme ça, et basta. Et du coup, de lui donner de l'ampleur et de l'épaisseur, et un sujet et une direction. Et j'ai eu envie de travailler sur les masculinités. Et du coup, je suis sortie de l'école, et j'ai entamé un projet sur les masculinités qui consistait à finalement adopter un protocole que j'adopte encore maintenant, mais c'était un peu la jeunesse de mon envie d'apporter du soin par l'image. Et ce projet-là, en gros, je rencontrais des gens qui me parlaient de leur relation à leur masculinité, et je les écoutais pendant parfois peut-être 4 heures d'affilée. Il y a eu des rendez-vous, c'était 4 heures de parlotte, et je prenais des notes. Après, je rentrais chez moi, je faisais un espèce de check-up de toutes les notes que j'avais prises, je relevais les mots les plus pertinents, impactants qui revenaient et qui pouvaient le mieux décrire l'histoire de la personne. Après, je faisais un mood board collaboratif sur lequel j'invitais la personne. On essayait de dégager des symboliques ensemble un peu pour raconter son histoire. Et finalement, le jour du shooting arrive et là, on travaille sur les symboles en question en photo, du coup. C'est lourd. En fait, du coup, j'allais dire, il y a un travail. Le travail de thérapeute, il est limite plus conséquent, entre guillemets, que ce que je pensais. Parce que 4 heures, c'est énorme. 4 heures de quelqu'un qui... Ouais. C'est qui pas... te livre. Ouais, genre ton rôle, il est assez... Ah mais il est fou. Il est quand même... en vrai, c'est une dinguerie. Enfin, tu vois, même avec du recul encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est une dinguerie qu'il y a des gens, des fois, que je connais pas du tout, qui ont accepté de venir me parler de leur vie et de trucs parfois très intimes. C'est justement parce que tu les connais pas. C'est beaucoup plus simple de te livrer sur des choses, surtout des choses qui font partie de l'intime, surtout sur ces sujets-là qui sont... la question des masculinités qui est quand même compliquée pour les personnes concernées et pas que. Ben, c'est plus simple du coup d'aborder ça avec une personne qui ne te connaît pas, qui va pas te juger, qui sait pas d'où tu viens, à qui aussi tu vas pouvoir dévoiler ce que tu veux. Et d'ailleurs, je rebondis, tu dis les masculinités. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Parce que je suis persuadée que... Déjà, je trouve qu'on est dans un monde qui nous martèle dans la gueule en permanence que le monde est binaire et qu'il y a la féminité et la masculinité. À ça, je trouve qu'il y a des dérives un peu cheloues, un peu questionnantes. Là, je pense au féminin sacré, par exemple, qui est une notion que je trouve très intéressante, mais qui, vite, peut être enfermante. Complètement. Et je trouve que c'est pareil avec la masculinité. Et du coup, je me suis... Même en rencontrant ces gens, et en les écoutant, je me suis aperçue qu'aucune personne n'avait la même version de la définition de la masculinité. Et c'est là où j'en suis arrivée à me dire, en fait, il y a des masculinités, des féminités, et c'est pas aussi tranché, binaire... fragmenté que ça, quoi. T'avais quand même des éléments qui revenaient ? Ouais, en fait, le truc qui revenait le plus, c'était un sentiment de lutte / d'acceptation en permanence. Quand on vous dit que c'est pour votre bien, qu'on veut faire cesser le patriarcat, c'est pas pour vous faire chier. Voilà. C'est qu'on sera quand même tous bien, en fait. On sera tous mieux, nous. Tous mieux, là. Est-ce que... Sans vouloir... Non mais c'est super intéressant. Mais et du coup, moi ça m'intrigue encore une fois ce truc de série où en fait je vois beaucoup la corrélation avec comment nous les musiciens par exemple on va penser à un album ou un truc comme ça. Totalement. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à la photo de cette manière, même si en soi, en tout cas c'est un peu la première fois que je parle à un photographe. Non, dans le sens où c'est la première fois que je peux un peu diver deep, on va dire, sur le sujet, un peu disséquer la manière d'eux. Et parce que j'ai vu des galeries photos avec des photos de gens et c'est cool, mais le processus il est super intéressant et de te dire que toi t'avais un peu une ligne de mire. Et du coup, est-ce que, moi c'est ça qui m'intéresse, est-ce qu'une fois que t'as cette série là, est-ce que genre ton cerveau créatif il se met en mode tout ce qui est photo ça va être pour ça, ou t'arrives quand même à genre te dire non, pendant ce processus créatif j'ai quand même des moments où je veux juste prendre une photo, capturer quelque chose qui a rien à voir, ou est-ce que ça te met dans un peu une bulle, comme nous des fois les musiciens on peut être dans une bulle d'album où à un moment c'est en mode toute la musique qui sort de moi c'est pour l'album, tu vois. Non, mais je crois que je crois que je relie ça à ma façon de consommer des livres, par exemple. J'ai toujours une BD, un magazine, un roman en cours,
Et bah là, c'est pareil pour la photo. J'ai toujours plusieurs projets en cours et je switch d'un à l'autre. Je ne sais pas comment les gens vous faites ça. Mais en plus, c'est vraiment me tirer une balle dans le pied parce que j'ai un énorme trouble de l'attention. Sache que, spoiler alert, c'est pour ça que tu as plusieurs projets. Non, mais c'est ne pas m'aider, tu vois, non plus. Enfin, je me disperse. Parce que pour se rappeler quand même, Noémie, tu as aussi un background en psychologie. Pas qu'un background, un fond de ground, un ground. En plus, le gars est là, il fait des mots un peu américano, genre ouais, mais est-ce que tu as un background Non, mais effectivement, je suis psy. Bon. Ouais, non, mais il faut juste que les gens se. Elle a un énorme ground. Un énorme ground. Un énorme ground. Il est devant. Non, mais super intéressant, ok. Voilà, et je crois même qu'en fait, c'est nécessaire que je fasse de la photo. Pour moi et juste de manière purement créative en dehors de mes projets. Je pense que sinon je deviens obsessionnelle et zinzin. Intéressant. Vraiment zinzin. Comme l'expo là que j'ai en ce moment, dont on parlera plus tard. Pourquoi on parle plus tard? Parce qu'elle est vraiment super et qu'il faut aller la voir, ok? On en reparlera à la fin, mais tu peux la développer peut-être. Je peux la développer. Quand on enregistre ce podcast, nous sommes actuellement en pleine semaine des fiertés. Et du coup, la médiathèque de la Riche, qui est une super médiathèque, m'a gentiment invité à venir exposer sur la bisexualité et la santé mentale. Et donc c'est un projet sur lequel j'ai été complètement obsesse pendant 1 mois et demi là, et j'ai fait que taffer là-dessus. Et je crois que ça m'a ravagé le cerveau. Mais du coup, quand tu dis obsesse, dans le sens où l'idée t'est venue, c'est comme une commande du coup, où ils connaissaient ton travail et ils se sont dit est-ce que tu veux exposer ton travail? Ils connaissaient mon travail parce qu'il a été partagé par une autre personne il y a quelques temps, et du coup ils m'ont ressorti de leur petit papier, ils ont dit tiens on va l'inviter pour la semaine des fiertés, ça va être chouette. Et en fait c'est une exposition qui a déjà eu une première version qui a été exposée au centre LGBT en janvier 2024 et je trouvais ça pertinent de la ressortir et de la faire en version XXL. Voilà, je sais plus où est-ce que j'allais avec ça. Non mais du coup c'est ça, donc mais j'y suis. Donc le moment où en fait ils t'ont appelé, même si c'est un peu, tu as déjà exposé, mais t'as dû, c'est pas quelque chose que tu peux ressortir comme, j'aime bien faire des comparatifs avec la musique parce que c'est la seule manière, mais pas comme nous où si on me dit t'as un concert demain, c'est le même concert que je vais faire, que j'ai déjà fait il y a 2 semaines. Toi t'as eu un truc de justement semi-commande où c'est en mode je vais exposer là-bas donc il faut que je crée exprès pour ce moment. Et puis je voulais surtout, en fait donc c'est les mêmes photos mais en grand format, et les textes je les ai complètement revisités avec une nouvelle scénographie, etc. Et donc c'était le même projet mais une V2 XXL de entre temps il y a 1 année qui s'est écoulée, donc mon rapport à ma santé mentale et la manière dont je perçois mon art a complètement évolué. Peut-être qu'on peut... Oui, il y a des petits bruits de voiture, nous sommes je vais fermer la fenêtre, voilà. Parce que du coup je pense que ça peut être intéressant à développer cette manière dont tu as, du coup dans cette expo-là précisément, de mélanger, peut-être que tu peux développer le mélange des mots et de la photo. Ça peut être intéressant. Ouais. Je sais que c'est deux choses qui te touchent particulièrement, donc c'est très intéressant que tu aies réussi à les mettre ensemble. Et j'ai un rapport au texte qui est très ambivalent. Avant d'avoir cette urgence de vivre qui m'a ramené à mon premier amour qu'est l'image. J'adore, je pense qu'on va l'appeler comme, c'est un peu dramatique, mais on va l'appeler comme ça, cet épisode. Sodrama, mimodrama en fait. Moi c'était quoi? C'était la savourance. La savourance. Et toi ça l'urgence de... Ah non, par pitié. Non, en vrai c'est cringe, ça me cringe. On trouvera autre chose. Ouais, non, ça me cringe aussi. Mais oui, du coup... juste avant de ressentir cette urgence de vie, j'étais donc en faculté de lettres modernes et médiation culturelle. Et du coup, j'ai lu beaucoup, énormément, mais jusqu'à plus pouvoir lire, en fait. Quand je suis sortie de l'université, je ne pouvais plus lire du tout, aucun support de texte. Et je pouvais plus lire, mais par contre, j'ai renoué avec l'écriture. Il y a une espèce de passerelle qui s'est faite comme ça. Et j'ai commencé à écrire, enfin à faire des images et à écrire à propos de mes images. Et ça a commencé un peu comme ça. Et je me suis dit, ok, j'aime bien écrire de la poésie. Tiens, cette photo-là, quel genre de petit haïku je peux faire dessus Et voilà, c'est venu comme ça. Et après, là, l'expo en question, les textes sont issus de journaux intimes. Et je pense que les journaux intimes sont clairement de la littérature, n'en déplaise à mes profs de faculté. Et je crois que c'est un lieu de survie, en fait. Et j'avais envie d'en faire un lieu de résistance en les mêlant avec mes images. Ça donnait une autre dimension et une autre épaisseur au projet.
c'est super intéressant parce qu'en plus, je me dis, en les mettant dans un cadre d'expo, comme tu dis justement, un journal intime peut être vu comme un truc un peu l'écriture vulgaire ou je sais pas quoi. Et d'un coup, en fait, ça la rend spéciale. En tout cas, ces mots sont rendus spéciaux parce qu'ils sont mis dans eux. Donc c'est un peu genre vengeance pour les profs là. Vous nous écoutez, bande de... Non, j'aime bien. Mais Madame Machin. T'as des profs qui t'ont renvoyé ça ? Ouais. Ce truc, ok. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, le système universitaire me... Je crois que ça dépend des... En fait, ça dépend des secteurs. Je pense, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des profs qui n'étaient pas dans cette optique-là, même si je trouve que le système universitaire est problématique à plein d'endroits, et je te rejoins complètement. Nous dénonçons sous mais effectivement, il peut y avoir ce regard... Et pas que chez les universitaires, mais dans une espèce de milieu un peu intellectuel, voilà, de pseudo-élite, il y a effectivement ce rapport-là à l'ordinaire qui ne vaut pas une œuvre d'art, qui ne peut pas faire œuvre d'art. Donc je trouve ça hyper intéressant comme travail, parce que... paradoxalement, l'art, c'est censé être cathartique, et qu'est-ce qu'il y a de plus cathartique qu'un journal intime ? On vous le demande. Et du coup, ça, à travers ton expo, c'est un peu une revalorisation de ça. Et en plus, c'est rigolo parce que ça me fait un peu penser à justement... la dernière fois, sur mon podcast, on parlait des mémos des artistes, des mémos vocaux, etc. Qui ont parfois une certaine saveur. Et là, je fais un parallèle un petit peu avec un de mes groupes dont je fais partie, les Lehman Brothers, où dans le dernier album, on a mis des interludes d'enregistrements de répète, inspirés d'un autre album qu'on adore, d'un groupe de funk américain qui s'appelle Ghost Note. Et en fait, ces moments de répète sont tellement stylés, et je vois très bien le truc de si on veut trop le rendre beau, ça perd tout. Et il y a pas longtemps, je regardais une interview d'une artiste que j'adore qui s'appelle Napalm, qui est une de mes artistes incroyables, justement, qui a un sens du mot et de la poésie, où elle écrit beaucoup de poèmes, et après elle dit à ses musiciens, mettez ça en musique, mais genre ne changez pas le poème. Et du coup, ça fait que la musique est au service de l'écriture, donc même les mesures sont un peu bizarres, parce que la poésie elle n'est pas forcément écrite en alexandrin et compagnie. Et c'était très intéressant, parce que du coup, une de mes chansons préférées de leur dernier album, c'était un brouillon, qui en fait, ils ont écouté tout l'album, ils ont fait le brouillon il est beaucoup trop pur. Donc en fait c'est ça qu'on va sortir. Et dans l'interview elle parle de ça, cette discussion de oui mais est-ce que c'est assez beau, est-ce que c'est assez propre, est-ce que c'est assez, même on peut, j'aime pas ce mot mais un peu noble, est-ce que c'est assez noble parce que c'est moins produit, c'est moins, elle sa voix, elle venait faire 6 heures de chant, elle était fatiguée, elle est un peu fausse, mais moi cette chanson quand elle est sortie j'étais en mode mais c'est la meilleure chanson de l'album et c'est ouf. Et du coup je mets un peu le parallèle en mode justement les mots, parce que souvent alors je sais pas parce que moi j'ai jamais eu de journal intime, mais souvent les mots de ces journaux sont un peu plus wild, un peu plus crus, mais du coup ont une certaine saveur et une certaine beauté qui est du coup c'est dommage de ne pas être mis en valeur en fait. Donc et puis c'est donner de la place à de la vulnérabilité, et je crois qu'on est dans un monde qui en a cruellement besoin. Et c'est aussi un moyen, en exposant mes journaux intimes, déjà c'est hyper flippant. C'est hyper flippant. Excusez-moi mais je me chie dessus là. C'est une dinguerie. D'ailleurs je pense que quand je repenserai à cette expo dans 10 ans, je me dirais mais t'y es folle d'avoir fait ça. Non, je pense que tu diras que t'étais hyper courageuse d'avoir fait ça. Sûrement. En attendant, je sens pas le courage, je sens juste de la flip. Mais c'est ce qui précède, t'inquiète. Mais t'inquiète même pas. C'est juste de la place à la vulnérabilité en vrai. Je crois que c'est trop important. Et du coup, je rebondis là-dessus. Alors, j'ai 2 questions. Une première sur le côté journaux intimes, où là, tu as réécrit les textes, je veux dire, à l'ordinateur, sur un doc PDF, ou est-ce que tu as pris en photo les pages ? Eh bien... Elle a fait mieux, parce que moi je sais ce qu'elle a fait. Elle a fait mieux encore. Ah, bon, alors, tu sais quoi ? Peut-être no spoil et... No spoil ? Vas-y, no spoil. Ok, et tu me diras hors antenne. Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que je trouve que dans la manière... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est comment on écrit, parce que les journaux intimes, en général, ils sont écrits à la main, et dans la manière dont c'est écrit, moi, pour écrire beaucoup et en avoir aussi, il y a ce truc où
où on peut aussi ressentir beaucoup de choses avec des mots qui vont être écrits différemment, qui vont être soulignés, Carrément. Voilà. Il peut se passer plein de choses, donc ok, trop hâte de voir. Carrément. Alors. Moi personnellement, j'y vais après-demain. Tu me feras un retour en fait. D'accord. Moi, je suis assez. Il y a un truc qui me fascine là, par rapport à même ce que tu viens de dire par rapport à les masculinités. Je trouve ça super intéressant ce rapport que entre guillemets, j'allais dire un mot horrible, j'allais dire la jante féminine, c'est horrible ce qui m'est arrivé dans la tête là. Mais genre, les journaux intimes, c'est un truc que je trouve fabuleux. Et j'en ai jamais eu, mais pas parce que j'avais pas envie, c'est parce que je me suis toujours dit que c'est un truc soit de fragilos, soit de meuf. Parce que c'est très associé Ouais. aux femmes. C'est le cliché de la lycéenne qui a son journal intime avec le petit cadenas en forme de cœur Et puis au pour cinéma, raconter de qui elle est amoureuse. Voilà. Au cinéma, tu vois que des femmes écrire dans des journaux. Ouais, c'est intéressant. Il n'y a jamais cette imagerie-là avec un homme. On a beaucoup parlé avec Mimo et K-Flo. Je sais jamais. On pourra en parler aussi de ça. On va en parler, oui, t'inquiète. Et un truc que j'ai toujours trouvé ça super intéressant, et quand tu m'as un peu partagé, parce que je suis au courant depuis quelques temps, mais tout cette expo, j'étais en mode waouh, déjà, encore une fois, ce truc de waouh, d'avoir mis ça un peu au vu de tous. Et en fait, je t'ai notamment fait part de ma sensibilité pour quelques lignes là qui m'ont genre. J'étais là, mais waouh! Et genre vraiment un truc tellement beau où je lui ai proposé que j'allais potentiellement le chanter si elle voulait bien et tout faire une sorte de collaboration. Ça, c'est une dinguerie de proposition, moi je m'en remets pas. Mais en fait, et j'ai été un peu émerveillé par ce truc où j'écris des chansons depuis des années et parfois je me torture la tête justement à rendre certaines chansons un peu dans un style, encore une fois j'utilise le mot noble, mais un peu un style accepté de il faut que la rime soit là, il faut ce truc un peu classique de la chanson. Et en fait, voir à quel point des mots aussi brut sont d'une poésie sans nom. Et justement, vraiment, j'ai dit à Flo, mais en fait, là j'ai envie de chanter ça. Genre. Et des fois, là en ce moment, j'écris plein de musique, mais j'ai pas de texte dessus. Parce que je vis pas assez la vie, donc je me laisse un peu de temps. Mais je me dis, c'est ouf que toutes ces années, parce que j'ai vécu des choses quand même, j'aurais pu juste gribouiller. Et je me suis jamais autorisé ça. Et du coup, ça me fait un peu questionner tout ce background un petit peu patriarcal. Je te recommande fortement d'aller regarder le travail de rappeurs de la scène rap alternative, mais pas que. Mais les rappeurs pour ça sont très très forts pour amener quelque chose d'inattendu dans le texte chanté, qui en l'occurrence est le texte rappé. Fouzati, il a beaucoup fait ça. C'est un rappeur qui s'est fait connaître au début des années 2000. En gros, c'était toute la scène alternative rap française des années 2000. Il était dans un groupe qui s'appelait le Club des Losers. Et lui après a mené sa barque solo sous le nom de Fouzati. Et il a notamment un morceau qui s'appelle Baise les gens, qui est quand on l'écoute, on comprend jamais comment il va retomber sur ses pieds, mais il retombe sur ses pieds jamais là où tu l'attends, avec une espèce de recherche en plus dans les mots, dans les rimes, des trucs où tu te dis putain, c'est trop malin quoi. C'est trop malin quoi. Pendant qu'il le sort, tu comprends rien, mais à la fin tu te dis il est fort quand même. Et donc ça là-dessus, très très bon. T'as même des rappeurs plus mainstream. Parfois, dans certains textes, Damso a aussi une manière de placer, dans son placement de mots, il y a des choses très inattendues. Qui font que d'ailleurs on comprend pas tout de suite en général à l'oreille. C'est des rappeurs où même si c'est en français, on capte pas tout de suite le sens du mot. Donc en tout cas si tu nous écoutes, toi qui nous écoutes là attentivement et qui rejoins du coup Glad sur ce qu'il vient de dire, je t'encourage à aller écouter Fouzati. Et alors j'ai une autre question du coup par rapport à ce qu'on disait sur ce côté très brut, etc. Toi tu travailles avec quel type d'appareil photo ? Alors je travaille avec un Fuji X-T4. Pour tous les geeks. Ouais, c'est ça fait un peu geekos. Optique 1655, tu connais ? Ouais, en fait, j'ai passé 15 ans avec un Canon. Et puis j'ai eu envie de glow up, en fait. Et j'ai glow up dans mon matos. Et après, j'ai une pratique de l'argentique. Mais j'ai une espèce de malédiction avec l'argentique qui fait que soit le boîtier s'ouvre,
soit la pellicule est Cramax, Périmax, il y a toujours une couille, mais c'est une dinguerie, hein, et ça fait des années que ça me suit, du coup très rares sont mes projets à l'argentique parce que et puis ça coûte cher et puis c'est pas écolo et puis voilà, là je trouve des excuses pour alimenter ma malédiction et ne pas m'y replonger, mais sinon j'ai une pratique de l'argentique un peu point and shoot pour moi quand je vais en festoche avec des potes ou quoi, que j'aime bien. Parce que justement il y a quelque chose qui est intéressant dans la pratique de la photo, c'est que suivant le type d'appareil que tu vas utiliser, soit t'as la possibilité de faire un peu autant d'essais que tu veux, faire autant de photos que tu veux, de justement pas forcément être dans ce truc très brut dont on parle parce que t'as la possibilité de refaire, etc. Là où aussi. Le côté post-prod, ça c'est un grand débat entre photos. Ah oui. À quel point on accepte. Je sais pas si c'est un grand... En tout cas, je sais pas si ça mérite le terme de débat, parce que je trouve que, de mon point de vue, c'est un non... sujet, chacun fait bien ce qu'il veut, oui. quoi. Mais oui, ça questionne ça aussi. Et alors que le propre de l'argentique, c'est que tu fais pas 50 fois la même photo parce que tu peux pas. Et que là, tu t'as pas le choix en plus de découvrir après coup ce que ça a donné. Donc d'avoir des ratés. Moi, je sais que j'ai un rapport aux photos ratées que j'adore. Les photos avec... j'adore quand il y a un flair, quand il y a... je sais que j'ai beaucoup fait ça, c'est de mettre des trucs devant l'objectif. Ouais. Pour créer quelque chose de palisse, quoi. J'aime bien quand il y a du grain, j'aime bien quand quand il y a une imperfection. Je trouve que ça rend le truc plus... moi, je trouve ça assez beau. Ouais, carrément. Mais donc, du coup, c'est intéressant parce que tu ne perds pas ça malgré tout. Même si t'es pas à l'argentique, etc. Tu ne perds pas quand même ce côté brut. Mais... c'est intéressant. Mais d'un côté... le numérique me sécurise aussi parce que j'ai besoin de contrôle. Et du coup, ça en dit énormément sur ma personne. Tout simplement, en fait. Juste un besoin de contrôle, mais comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Tout va bien. C'est pas une névrose très originale, mais je trouve que le médium de la photo me va bien aussi pour ça, parce qu'il y a ce truc de... Je contrôle de A à Z ce qui sort, comment je le fais, et mais des fois, je peux passer 3 heures à refaire la même photo... en boucle jusqu'à ce qu'il y ait le truc qui fonctionne et je me dis ok, là c'était ça que j'avais dans ma tête. T'as des trucs en tête avant quand tu prends l'appareil, tu sais où tu veux aller ou tu te laisses guider? Ça dépend. Si je en fait il y a un truc un peu d'intérieur extérieur. Si je sors dans la rue pour faire des photos, je me laisse totalement en déambulation, c'est presque un peu méditatif et je suis même un peu en transe chelou de ce qui doit se passer arrivera et je serai là pour le photographier à ce moment-là. Et après, quand je fais des projets plus en intérieur, studio, chez moi, là, limite, je dessine mes photos avant, c'est très millimétré, c'est un peu militaire, c'est un peu... Limite, je fais un moodboard pour moi-même. Voilà, donc il y a un truc un peu d'intériorité extérieure qui dépend... Je me rappelle d'un moment... je pense que c'était un peu la première fois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble où tu m'as photographié pour faire ma couverture, notamment une des photos de ce shoot et la couverture de mon 3e EP. Et justement, tu m'avais dit, t'avais un peu ce truc de waouh, c'est cool, genre c'est le soleil qui gère la lumière et tout. Et je me rappelle, t'étais un peu en mode ah mince, on a raté le soleil a bougé, bon, c'est pas grave. Et je te sentais un peu excité. Et je t'avais posé la question, mais c'est nouveau pour toi. Et tu me disais, en fait, là, depuis quelques temps, tu faisais beaucoup de studios à l'intérieur avec justement ce truc de contrôle. Ouais. Et moi, j'avais été ravi des photos en vrai. À chaque fois que je regarde, je suis en mode mais elles sont dingues. Merci. Elles sont dingues. Et du coup, c'est super intéressant. Et j'ai adoré ce que t'as dit juste avant. Quand tu parlais de ton état méditatif, ça m'a fait penser encore à ce truc de réceptacle dont je parle dans la musique. Tu as dit, genre, il se passe quelque chose, je serai là pour le photographier. Et c'est un peu ce que j'avais dit, où dans la musique, je suis là et il faut que cette mélodie ou cette grille arrive, tu vois. Et ça, c'est vraiment assez beau comme délire. Mais est-ce que c'est ta pratique première? Genre, est-ce que, comment dire, c'est quoi que tu fais le plus, justement? Est-ce que t'es plus dans ce truc-là, ces moments de méditation, ou t'es plus dans vas-y, on est à la maison, on va faire un croquis entier de toute la journée du shooting de demain? Ouais, non mais c'est obsessionnel comme comportement. En fait, ce que je suis en train de capter là aussi depuis quelques mois, c'est que je suis à mon compte et du coup on me commande des prestations et des shootings et on me commande des photos. Et c'est trop bien et du coup j'ai la chance de pouvoir exercer ça. Mais cette pratique-là, très professionnelle, me déconnecte et me déracine totalement d'une approche un peu déambulatoire et méditatrice. Méditative, même.
Et du coup, je suis obligée de me rappeler que moi, ma pratique de base, c'est ça. Hein. Moi, je regarde le ciel et les oiseaux et je me laisse porter. Et si je me prends un mur, je me prends un mur. Et si je vois un petit vieux qui marche, je suis là, trop mimes, on est dans Pixar ou quoi. Je trouve cette photo en, non, mais, en argentique, tu sais, l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, je me suis pris un mur. Ouais, là, mais non, mais tellement mimo. Tellement mimo. Voilà, mais je crois qu'il y a aussi cette double pratique qui m'habite très fort et avec laquelle j'essaye d'un peu de me réconcilier c'est mon métier, il faut que je sois carré, il faut que je sois pro. En fait, on m'attend sur des choses sur lesquelles je dois être très précise. Et de l'autre, il faut pas que je perde cette petite flamme, finalement, qui est que, en fait, je kiffe sortir dehors avec du son et juste, je fais des tours, là, hop, et il se passe des trucs où il se passe rien, mais je suis là et j'ai mon appareil photo pour le prendre en photo, quoi. Ouais, et la question, c'est aussi, les gens qui veulent bosser avec toi, c'est quel aspect de toi qu'ils veulent. Dans le sens où tu peux vouloir dire je veux travailler avec toi parce que tu as cette manière de capturer l'instant, ou je veux travailler avec toi parce que je sais que tu es une contrôle freak et let's go, tu vas faire exactement. Et je pense que ça peut aussi être intéressant sur les clients potentiels, mais les patients aussi, tu vois, parce vu que tu as ces deux casquettes-là, où je me dis tu peux avoir, je sais pas, peut-être ça c'est une question. J'ai une question qui vient d'arriver comme ça, où tu peux avoir des patients, justement, dans la différence entre tes projets, on va dire c'est des commandes peut-être pour des artistes ou des shootings très précis, et justement j'imagine que le côté thérapeutique de la photo est complètement différent, où des gens vont vouloir en plus il y a tout ce truc avec le corps, etc., où vont vouloir un truc, certains peut-être vont vouloir un truc super contrôlé, au contraire d'autres, je sais pas d'ailleurs, c'est une question, peut-être c'est quoi est-ce que c'est donnant 50-50 ou c'est un peu non, mais ouais, ça c'est encore un autre axe de ma pratique aussi. C'est tellement stylé, c'est dans les séances de photographie thérapeutique, il y a en même temps un contrôle fric énorme il faut que je donne des outils, des clés, des mots pour aider les gens à se comprendre. Et en même temps, donc je suis dans un self-control de moi-même et une espèce de turbine mentale qui ne s'arrête pas. Et en même temps, il faut que je sois dans le lâcher-prise de tout ce que la personne peut me déposer. Je sais pas si c'est hyper clair, hyper cohérent. C'est très clair. C'est complexe, mais clair. C'est cohérent, ok. Et du coup, c'est un jeu de balance infinie. Et je crois que les moments où je me dis « Ok, j'ai réussi à faire mon travail », c'est quand la personne se reconnaît sur les photos. Et quand elle chiale. En vrai, il y a beaucoup de gens qui chialent. Et du coup, il y a des fois où je chiale. Oui, ça, c'est le pouvoir des... je dis que c'est le super pouvoir des psys, c'est qu'on peut faire chialer n'importe qui. Mais c'est le petit truc à nous. On est fiers ou quoi? Petit tips. Quand ça chiale, c'est que ça a marché. Ouais, grave. J'adore. Et j'adore rentrer chez moi et me dire que j'ai fait pleurer quelqu'un. C'est quand même bizarre, mais j'aime beaucoup. C'est super drôle, j'ai eu cette discussion, c'était la semaine dernière, je pense. C'est la semaine dernière où j'avais une discussion avec ma psy, justement. Elle me questionnait sur ce que je pensais être le succès, ou la réussite, en tout cas dans le chemin qui est la musique, etc. Et en rigolant, vraiment, parce que moi j'ai pris ça un peu, j'ai dit ça un peu de manière impulsive, j'ai dit putain, un concert qui a bien marché, c'est quand des gens étaient émus, où il y a des larmes, tu vois. Ouais. Et elle a rigolé en mode, mais c'est très intéressant comme manière de voir la réussite. Et je lui dis, en fait, c'est vrai que le dernier concert que j'ai fait, qui peut être considéré comme un échec, parce qu'on a fait très peu de promos, très peu de com', parce que c'est cher, et parce que c'était un concert autoproduit, et au final, c'était un soir où il a pas fait beau, et il y avait d'autres événements à Tours, etc. Et on a eu genre 15-20 personnes, donc vraiment... C'était où? À la salle Hockey Game. J'ai fait une soirée avec ma pote Dali, voilà, 2 concerts, quoi, et c'était vraiment super. Et c'était un peu une soirée un peu difficile où moi j'allais pas forcément bien, et j'ai testé des morceaux, justement des morceaux un petit peu raw, un petit peu là, et des gens ont chialé c'était vraiment, moi j'ai chialé comme pas possible. À la fin, des gens sont venus voir en mode tel morceau, je suis en mode oui, je l'ai écrit pour ça aussi, parce qu'il fallait que ça sorte. Et j'étais en mode, à la fin j'ai vraiment passé une soirée super drôle, parce que beaucoup de ascenseur émotionnel. Mais après on parle de l'argent, on se dit ouais, c'est vrai que c'était un peu un échec parce que pas d'entrée, etc. Mais en termes d'émotion et en termes de pourquoi je fais ce métier et ma pratique, j'étais en mode oh mais c'est trop stylé. Il est là le sens. Parce que j'ai fait chialer des gens, mais c'est très drôle du coup. Ouais, il est clairement là le sens. Ça rejoint ce que tu disais juste avant sur le rapport au métier d'artiste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est ton métier, il faut en vivre, et en l'occurrence dans ta manière de fonctionner, des gens viennent te faire des commandes, et ça
Eh ben, c'est quelque chose qui est assez délicat. C'est intéressant que tu l'abordes parce que je pense qu'on pourrait l'aborder avec tous les artistes. C'est à un moment donné ce rapport à l'art comme travail. Parce que le propre de l'artiste, c'est de se nourrir de plein de choses qui se passent en lui, en elle, à l'extérieur, de digérer tout ça et d'en vomir. Voilà, c'est ça qu'on fait. Bah oui, hein. On dégueule nos émotions. Voilà. Mais en tout cas, de livrer, voilà, pour le dire un peu plus... de livrer quelque chose justement qui peut témoigner d'événements, d'émotions, de pensées plus ou moins complexes. Et du coup, pour ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut une tranquillité d'esprit parce que c'est compliqué d'être dans un état d'esprit créatif quand il faut payer son loyer et s'acheter à manger et remplir une déclaration de l'URSSAF. C'est vrai que c'est... Qui me ponctionne 10,6%, ces gros bâtards là. Ah bah 25, tu sais, donc... Mais... Méchant. Ouais, méchant. Vive l'intermittence. Mais en tout cas, je trouve que ça vient soulever un point qui est très intéressant et c'est pour ça que les questions de santé mentale dans le milieu artistique, elles sont vraiment prégnantes parce que, en fait, quid de ta santé dans tout ça en tant qu'artiste ? Et non pas pour que tu répondes à cette question-là, mais parce que je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue. Toi, comment tu fais pour t'armer face à ça, quoi ? Pour te dire, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de passer... une semaine, un mois en fait à rester enfermée chez moi pour tester des trucs parce qu'en fait y a ce truc là avec la lumière qui est hyper intéressant et ça je l'aurai qu'au mois de mars donc en fait y a pas le choix et que j'ai besoin d'être dans ma bulle et en même temps oui mais bon je peux pas me permettre de faire ça quoi matériellement. Ouais. Eh bien je crois que j'apprends encore et je crois que j'ai plusieurs outils qui vraiment me permettent de pas devenir la grosse folle du bus. Clairement. Déjà, j'ai un tout petit carnet qui s'appelle le mode d'emploi de Flo. Et du coup, dedans, je mets mes ressources en mode. C'est trop bien ça. C'est mon mode d'emploi pour bien fonctionner dans la vie. Hyper important d'avoir ça. Trop important. Et du coup, la première page, c'est par exemple les aliments qui me font du bien. En cas de crise d'anxiété, d'angoisse ou quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est quoi la marche à suivre ? Des espèces de reminders et de post-it en fait pour moi-même. En fait, pour bien fonctionner dans ma semaine, il faut que j'ai tant de temps seul, tant de temps avec mes amis, etc. Voilà. Après, j'ai ce mode d'emploi. Des fois, j'oublie que je l'ai et je fais zinz dans ma vie. Je suis une zinzine et je me dis ah mais oui mais en fait là je suis en bad de ouf mais parce que je suis sortie tous les soirs, j'ai bu trop d'alcool, j'ai trop fait la fête, j'ai trop vu des gens, j'ai oublié ma batterie à moi et je me suis pas rechargée. C'est dingue de faire ça. Et du coup je reviens à ce mode d'emploi. C'est exceptionnel. Mais c'est hyper bien, c'est tout le monde alors pas forcément sous cette forme-là mais c'est hyper important de comprendre comment on fonctionne. En tant qu'être humain déjà et après en tant que soi-même quoi parce qu'on a tous des fonctionnements différents pour tout un tas de raisons mais ça permet vraiment parce que comme tu dis en fait même en l'écrivant on l'oublie mais c'est fou hein. Donc imagine c'est ceux fou. qui l'écrivent donc, pas genre exactement. moi parce que là tu viens de dire ça je suis en mode mais c'est ça que je devrais faire. Vraiment j'ai une révélation de mais et si je le donne à tout le monde avec qui je bosse, est-ce que genre certaines pages c'est pour les gens qui le oui parce qu'il y a ça aussi en fait comment tu le... moi je l'ai partagé à quelques personnes ressources autour de moi en mode voilà si un jour je suis un peu dans le bad et tout faut me rappeler que ça existe et surtout vous pouvez m'aider aussi enfin voilà tu connais le mode d'emploi de ta bouilloire ou de ta machine à café connais le mode d'emploi des gens qui t'entourent et je pense que ça peut que propager de l'amour et du soin et t'es pas une génie un peu et voilà mais ça non, mais en fait je sais pas si quelqu'un a écrit c'est un livre que tout le monde devrait lire quoi. Sur son mode d'emploi ouais c'est vraiment là c'est la première fois que j'entends ça genre je pense qu'on l'a tous un peu de manière flottant dans la tête de moi j'ai besoin de ça mais l'idée vraiment de le mettre alors entre guillemets soit sur papier ou soit vraiment de l'avoir clair parce que ça c'est mon médium tu vois mais c'est ton médium mais ça c'est va ça avec qui est fascinant parce que moi je suis un peu dans cette galère en ce moment où j'ai l'impression que ma vie est pas forcément alignée. J'adore ce mot, j'ai l'impression que c'est un peu... Je me sens pas aligné en fait, je suis à Bali en fait. Mais ce truc... j'aime ça le vocabulaire des gens qui vont à Bali. Mais parce que t'es un digital nomade. Mais je suis un digital nomade, voilà, slow life.
Mais ce truc, en fait, justement, de savoir être dans des moments un peu down de ta vie, savoir exactement qu'est-ce qui te manque, mais tu le sais en toi, mais soit tu le conscientises pas pareil, tu le verbalises pas, etc. Et du coup, je me dis, le mode d'emploi, c'est genre... Ouais, puis ça permet de ritualiser un truc aussi de... tu sais que tu y reviens. Enfin, il y a un espèce de truc comme ça. Voilà. Oh, wow. Mais sache que c'est un conseil de psy, ça. C'est un truc que moi, je dis aux gens. Mais c'est trop bien. Quand, soit dans les interventions, soit ou quand je parle avec des gens de manière plus informelle et plus individuelle, c'est parce que c'est un truc qui fonctionne très bien. Tu mentionnais tout à l'heure, on coupera ça, Julien, si elle le mentionnait en fait hors antenne, qu'il faut pas le dire. Tu mentionnais tout à l'heure le fait que tu avais un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. À 100. Sans hyperactivité car en je suis l'occurrence. Une grosse dépressive également. Mais pour le coup, ça, pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, les personnes neuroatypiques, ça fonctionne vachement bien en fait, parce que il y a ce truc de, en plus, culpabiliser de ne pas réussir à rentrer dans le cadre qui a l'air si simple pour tout le monde autour de soi. Alors déjà, il l'est pas forcément, c'est juste qu'il y a des personnes qui le camouflent plus ou moins bien et qui arrivent à le camoufler comme il faut le camoufler dans la société. C'est-à-dire, par exemple, en allant boire des coups. Il est beaucoup plus facilement accepté socialement de boire des coups et de finir un peu bourré et de prendre des apéros tous les soirs plutôt que de s'isoler chez soi et de pas répondre à ses amis. Et de chialer sa race. Pour autant, les deux sont potentiellement problématiques. Ouais. Donc c'est vraiment... Ça, c'est trop chouette. Et est-ce que tu penses que... quand est-ce que tu l'as rédigé ? Il y a 4 ans, un truc comme ça, il y a 3-4 ans. Et est-ce que tu lui fais des modifications ? Tu ne l'as jamais retouché ? J'ai rajouté des trucs, mais j'ai pas enlevé et j'ai pas modifié. J'ai toujours besoin de mes pâtes au pesto une fois par semaine pour me sentir bien, quoi. Mais j'ai un truc... Non, mais j'ai un truc avec le pesto. J'ai une espèce d'obsession pour le pesto. Je ne peux que comprendre. Mais alors attention, je ne peux que comprendre en fait. Alors Verdé, merci. Alors moi je mange pas de pesto, donc c'était vraiment juste pour savoir à peu près ce qui se passe dans votre petite tête. Le pesto, c'est Verdé. Il y a pas de pesto rosso machin, c'est pour les gens qui disent non mais ça change. Mais nous, on veut pas que ça change, nous. On veut que ce soit pareil. Et donc ce qui est important, c'est que pas n'importe quel pesto. Pour moi, le seul qui vaut vraiment le coup de vivre, c'est le Barilla. À la Genovese. Voilà, merci. C'est après ce qui vient de se passer. Non mais je te serre la main. Pardon, serrons-nous la main. Nous sommes sur un check. Le Bluetooth là. Vraiment. Mais bien sûr. Je peux. Si c'est pas celui-ci, ça m'est déjà arrivé d'aller voir ailleurs. Mais tu vas en Italie, on te fait un pesto de malade, ça marchera, ça fera pas l'effet et du Barilla. Malheureusement, potentiellement, je vais te dire, ok, il est très bon, mais il y a un truc quoi. C'est avec celui-ci du comfort food. Ouais, moi c'est ça et le Burger King. Bon, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais ouais. Le chicken Louisiane, excellent. Je comprends. Ah oui, alors oui, le poulet, oui, tu vois. Poulet. Le poulet, bien sûr, ouais. Le chicken Louisiane, c'est celui... Ah non, attends, je comprends avec le crispy chicken. Si, crispy chicken. Il y a une espèce de sauce un peu andalouse là et tout. Alors, je suis désolé, mais là, si on parle de Burger King, il faut leur demander un sponsoring parce qu'en fait, nous sommes en quête de sponsors, donc Burger King, s'il vous plaît. On en profite. Tiens, le sandwich Louisiane en direct, 20%. Oh la vache, ouais, non mais magnifique. Ce Bluetooth de cerveau, magnifique. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, c'est marrant que tu aies jamais modifié des trucs parce que tu pourrais, surtout en 4 ans, parce que il faut pas croire... je suis la même personne. Mais non, mais tu sais parce que c'est un truc aussi, on oublie que en fait on change, qu'on évolue et qu'on n'a plus les mêmes besoins et qu'on n'a plus les mêmes, tout ce que tu veux, les mêmes envies, la même manière d'être au monde. Mais c'est beau ça, c'est très petit ça. Et du coup, c'est marrant que tu aies ajouté des trucs mais que t'aies pas modifié. Voilà, Mimo a failli s'étouffer à l'instant. Ça, elle a trop ri. Non, on va attendre un petit peu parce qu'il faut pas qu'elle s'étouffe parce que ça va très bien se passer. Voilà, tout va bien. Je suis de retour. Tout va bien. Mais oui, il y a pas eu... parce qu'on évolue constamment en fait. On évolue. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un âge, toi qui sais, peut-être toi tu sais ça.
est-ce qu'il y a je me suis toujours dit, il y a un âge où le cerveau il fait stop. Et ça c'est un mythe ou pas? Genre en mode. Oui, il fait stop, oui. Tu exploses. L'âge de la combustion spontanée, c'est quoi? Tu sais, tu dois savoir ça. C'est autour de 32 ans d'ailleurs. À tout moment, sachez que j'explose. Non, mais ce truc où justement on parle beaucoup du cerveau malléable et de tout ça et de un peu ce que j'appelle l'évolution où on peut changer. La plasticité cérébrale. La plasticité. Est-ce qu'il y a quand même un moment où c'est genre ça peut plus? Bah en fait avant alors il y a un truc quand même qui est vrai, qui est que c'est à peu près autour de 25 ans que on estime que ton cerveau il a un peu terminé son évolution, enfin voilà, qu'il est mature, qu'il arrive à maturité. Donc ce qui voilà, d'ailleurs avant 25 ans, c'est normal d'être perdu, d'être impulsif, de pas voilà, c'est complètement. Ceci étant dit, avant, il y avait une espèce de croyance comme ça populaire que la plasticité cérébrale, donc la capacité de notre cerveau en gros à refaire des chemins de pensée, des circuits neuronaux, etc., ce qui nous permet d'apprendre des choses concrètement. Bon, on pensait que c'était vraiment quand tu étais enfant, et puis après un certain âge, tout ça c'était décroissant quoi. En réalité, non. Ah, stylé, ouais. Ouais, et en fait, t'as la plasticité cérébrale. Ouais, ça fait du bien quand même, hein, parce que... J'ai envie de soupirer de soulagement, bah, là. Mais parce qu'en plus, cool. genre, ce qui est compliqué, c'est que cette croyance, elle impliquait que déjà, en gros, à partir de 25 ans, tu ne faisais que décliner. Donc, alors déjà, bon, merci, quoi. Et que, en plus de ça, ça voudrait dire que tu n'as plus du tout de capacité, que apprendre des choses devient donc très dur, et que du coup, changer d'avis sur des choses serait très difficile. Alors oui, c'est un peu plus compliqué. Il n'empêche que il y a quand même une plasticité cérébrale jusqu'à la fin de vie, quoi. Donc ouais, complètement. Stylé, hyper donc, stylé. Voilà, quand on dit il est jamais trop tard, comme tu me l'as si bien dit tout à l'heure, Julien, pour faire des trucs, ben non, mais c'est vrai en fait. Il y a pas de... C'est pas parce qu'on a 30, 40, 50, 60, 70 ans qu'on peut pas reprendre des études, qu'on peut pas changer de métier, qu'on peut pas apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau sport. Voilà. C'est bien que le mode d'emploi peut avoir plusieurs lignes en plus, plusieurs pages en plus, ou moins de pages. Ouais, complètement. C'est très stylé à savoir. Il va être énorme à la fin de ma vie, ce mode d'emploi. Ou il va être gigantesque. Non, je pense qu'il y a des choses après qui vont... qui peuvent sauter et... Il restera que le pesto, je pense. Il restera que le pesto. Bah, franchement, je comprends. Bah, ouais. Ouais. Déjà, moi, j'ai vu un éclat dans tes yeux, ça me. Franchement, je vois prête à en parler encore des heures, mais on va pas. Non. Autre chose, on fera un podcast spécial. Spécial pesto, ouais. Alors, parce que on en a parlé rapidement tout à l'heure de ton pseudo d'artiste qui est Mimo. Ouais. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est Mimo ? Est-ce que tu veux nous expliquer ? Je peux lever le mystère. Ça vient de ma grand-mère, qui est la deuxième femme qui m'a éduquée, clairement. Et je sais pas si vous voyez Popeye. Oui, vite fait. Dessin animé Popeye. Et bah, dedans, il y a un petit bébé avec une couche culotte qui s'appelle Mimosa et qui fait des dingues et qui fugue et qui part à l'aventure et qui marche un peu de manière... On ne me voit pas, car ce n'est pas filmé, mais qui marche un peu comme ça. Et du coup ma grand-mère je lui faisais grave penser à ce petit enfant quand j'étais petite et que je faisais plein de bêtises et d'aventures, et du coup elle m'appelait Mimosa. Ça vient de c'est mignon. Donc ça vient de ma grand-mère. Et en fait il y a plein de significations. Il y a ça, il y a le fait que dans le jardin de sa maison où j'ai grandi, il y avait un énorme mimosa magnifique, et du coup j'ai toujours eu un rapport un peu j'aime le mimosa, ça fait sens. Et récemment, j'ai appris que c'était une fleur qui portait bonheur en Italie. Et j'ai des origines italiennes, donc... Oh, waouh. C'est génial. It makes sense. Nous sommes sur une triple convergence, c'est incroyable. Ouais. Mais et puis, j'aimais bien le truc un peu... Ça fait un peu Rapido Rasmo, Mimo, un peu le troisième rat. J'aimais bien un peu cette consonance de petits personnages de dessin animé, là. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Bien sûr, exactement. C'est les rats, ils sont là pour ça. Et oui. Génial. On va pas faire tout le générique. Non, mais ça, c'était parfait. C'était parfait, très bien. Et voilà. Et si, récemment, j'ai appris que c'était aussi le nom d'un énorme mafieux qui a été arrêté, qui était à la tête du plus gros cartel de drogue de Marseille. Voilà. Super. Sympa. Corrélation. Sympa. Corrélation. Coïncidence, je ne pense pas. Non, mais super. Mais voilà, il okay. y a plein de symboliques. Trop bien. Voilà. Et les mimosas, c'est jaune, on est d'accord ? Ouais. Et du coup, est-ce que jaune, c'est une couleur qui t'évoque quelque chose ou pas du tout ? Ouais, si, de ouf. Okay. De ouf. Ça m'évoque beaucoup de joie et beaucoup de... Il y a un truc rassurant, je trouve, dans le jaune. Voilà. Ok. Quel jaune ? T'as un jaune préféré ?
Alors, plus, vu que clairement pas lui. Et vu tu que t'as vois. l'air- Elle est en train de montrer Et vu que t'es un artiste, gilet moi, jaune. je suis toujours fasciné par les gens qui travaillent dans l'image ou la peinture, etc., qui ont les noms spécifiques de couleurs. J'adore. Moi, j'ai une passion pour Je suis les noms de fasciné. couleurs comme ça. Donc j'attends de voir. Après, dis pas. Après, ça peut être Jolie Mimosa aussi. Et mais- ma mère avait peint un mur de la maison quand j'étais petite en jaune Havane. Oh, waouh. ok. Et j'aimais bien. Ouais, Super. Tu sais, ce jaune, à quoi il me fait penser, parce qu'on vient de le voir sur l'ordi de Julien, et Ouais. bah moi, il m'évoque un velouté de, je sais pas, d'un truc genre butternut Potiron. ou potiron, tu vois. Et je trouve qu'il y a quelque chose Comme d'hyper... ça, c'est rassurant aussi. Ouais, d'hyper rassurant. Grave. Il est doux, il est chaud, il est... Ouais. Ouais, ça me rappelle une histoire comme ça, une anecdote avec un... que je raconterai un jour, mais une anecdote comme ça avec un hiver que j'ai passé en colocation avec une meuf qui était géniale, bien que complètement tarée. Et Ça arrive. Bon, voilà, parfois elle me proposait de l'opium et puis parfois elle faisait un excellent velouté de butternut. Ok. Voilà. Opium Et- et velouté, est-ce que c'est pas le titre du... Non, mais après S'il vous plaît, opium et velouté, quoi. ok, après, ça, c'est une anecdote qui intéresserait pour J'adore. ton épisode. Donc, je sais pas Oui, si bah peut-être t'inquiète, faut- j'en ai d'autres, va mon vieux. Tu sais, Mon Dieu, c'est vrai, ça. j'ai Du coup, on peut Ouais. j'ai voyagé. Opium et velouté pour le sien ou pour le tien? Bah, pour le sien, du coup. On verra. On Ce verra, sera le on nom verra. d'un album. De quoi Mais en tout cas, tu sais que les noms de... Pour revenir sur les noms de couleurs, moi j'aime trop. Donc c'est une espèce de... J'ai des kinks bizarres comme ça dans la vie. Et c'est un truc comme ça qui me passionne. J'aimerais pouvoir connaître tous les noms de couleurs. Tu sais, vous voyez... avoir l'oreille absolue. Oui. Ouais. Donc, alors, moi, Avoir la j'aimerais couleur beaucoup. absolue. Alors, du coup, si toi, tu nous écoutes et tu sais pas ce que c'est l'oreille absolue, c'est quand tu as la capacité d'entendre une note et de tout de suite dire à quoi elle correspond, si c'est un do, enfin, là, un si bémol, bref. Après, c'est vraiment horrible et c'est très colonial et impérialiste parce que c'est par rapport à le tempéré. Voilà. C'est Voilà, une autre merci. discussion. Merci. Mais, c'est très intéressant. Mais du coup, il y a cet élément où il y a ce truc de tout de suite pouvoir, en tout cas, reconnaître. Et j'aimerais avoir ça, effectivement, avec les couleurs, en fait. Et donc, des fois, je m'entraîne. Donc, j'ai des tableaux Pinterest avec des noms de couleurs. Et j'ai des tracks comme ça qui ont des noms de couleurs, en fait, que j'ai trouvés sur Internet. Et je trouve que pour nommer des chansons, ça marche trop bien. Parce que je trouve qu'il y a un truc où une musique peut vraiment être une couleur. Non, Bah, c'est de la synesthésie. Ouais. Mais tu penses que tu as ça ou c'est juste. Bah, tout le monde l'a plus ou moins. Ouais. Après, les gens qui sont vraiment synesthésiques, c'est des gens qui vont te dire que les 4 sont systématiquement violets, par exemple. Ouais. Bon, ça, Alors, moi, déjà, ils sont rouges, hein, tout de suite. Donc, restez bien tranquille. Donc, j'ai pas, moi, j'ai pas non plus un fonctionnement synesthésique, mais en tout cas, il y a un c'est truc où, moi, je sais que j'associe les sons aux couleurs, aux sensations physiques, enfin voilà, mais ça c'est une discussion hyper intéressante sur même si ça t'intéresse la synesthésie, tu peux aller voir. Il y a une étude qui avait été faite, je vais la retrouver sur internet et te la renvoyer. C'est l'effet de la renvoyer, pas du tout. Et là, tu couperas ça, j'ai n'importe quoi. Bon bref, on s'en fout. Allez, passons. Mais on va passer aux chroniques. Alors, Ouais. Chronique. Moi, j'ai une chronique qui est un peu complexe, mais c'est une chronique que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques temps déjà. Je vais te demander en très très court, mais genre court, mais il faut dire des choses quand même. Est-ce que tu peux te présenter? Donc tu commences par bonjour, moi c'est Mimo, mais sans parler de ton métier, qui est en plus son métier passion, et sans parler de ta passion non plus. Ok. Sans parler du pesto. Ah ouais, ça Ah désolé. bah c'est mort alors. Je quitte cette pièce. Je plaisante, tu peux. Carrément. Eh bien, je suis Mimo et je sais exactement ce que je vais répondre. En fait, c'est hyper simple. Je suis Mimo et je pratique un art qui me permet de soit mettre un rempart entre le monde et moi, soit une passerelle. Let's go. Un rempart ou une passerelle. Le nom de... Ça c'est pas mal, un rempart, une passerelle. Allez. C'est beau Ok. ça. C'est Ouais, très, très c'est beau. vrai que c'est beau et C'est c'est... vraiment ce truc de... Ouais. Mm. C'est hyper... on comprend tout de suite. Je
trouve que c'est très imagé et que c'est extrêmement poétique. C'est imagé, oui, faut la pas photo le dire, mais imagée. Imagé. Mais c'est vrai que c'est une question. J'essaie de plus en plus c'est une question que je pose à beaucoup d'amis un peu en mode rigolo. Le gars, c'est super drôle, le gars en pleine soirée. Et d'ailleurs, j'ai un petit jeu. Pas piqué des hannetons. Très intéressant. Quelle est la mort qui te fait le plus peur? mais ça, mais en fait, c'est ce truc-là où en fait, souvent dans nos milieux artistiques, on va beaucoup s'identifier à ça. Et un peu, et justement, en fait, un peu avoir un truc de je suis photographe, je suis musicien. Mais ça va être, creuse un peu plus. Parce qu'en soi, oui, tu fais de la musique, mais pourquoi tu fais de la musique? Ou qu'est-ce qui te fait faire de la musique? Mais c'est aussi pour ça que j'ai. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est très intéressant. Du coup, j'aime bien le fait que t'as naturellement eu. T'as déjà eu, tu sais à peu près, tu vois, c'était rigolo. Parce que des fois, les gens ils sont là en mode. Et, voilà. Et c'est aussi ce qui te permet d'ailleurs en tant qu'artiste de savoir pourquoi tu fais de l'art et de pas péter un plomb, exploser en plein vol quand ça devient difficile, c'est de te reconnecter à pourquoi tu le fais en fait quoi. Et que t'es pas juste photographe ou juste musicien ou juste... Carrément. Tout à l'heure quand on parlait du fait d'être en méditation ou pas, de déambuler ou pas, de répondre à des commandes ou pas, il y a ce truc vraiment de pont, rempart qui fait que je sais exactement si là je suis dans une pratique qui me connecte ou qui me... comment dire ? Déconnecte du coup. Ouais, ou qui me déconnecte. Ouais, c'est très intéressant. Et ça rejoint totalement le fait que sur ma carte de visite, je mets photographe, mais je mets traductrice visuelle, parce qu'on peut mettre plein d'autres trucs là-dedans aussi. Alors ça... Voilà. Alors ça... Oh la classe. Traductrice. Oh waouh, merci. Vous êtes bah pétard de pétard. Mais trop mignon. Ça me fait penser à une amie dont j'ai parlé tout à l'heure, Dali. Pareil, qui par exemple, elle dit pas qu'elle est prof de chant, elle dit qu'elle est guide vocal. Ah mais c'est trop classe. Et en fait, mais parce qu'un jour, vu qu'elle a eu aussi un vécu de prof, elle a eu des profs, et moi par exemple, je suis autodidacte et j'ai jamais aimé un prof de chant. Et en fait, parce que justement, il manquait un truc de, en fait, tu vas pas m'apprendre à chanter, je sais chanter. Et en fait, elle a eu cette réflexion de, en fait, je suis pas là pour apprendre aux gens à chanter. Je suis là à les guider dans leur instrument. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, ça m'a rappelé un peu ce truc où des fois, certains mots ou certaines définitions, etc., nous donnent soit un rôle, soit une position qui est pas forcément la nôtre. Parce qu'il y a des gens qui sont profs de chant, il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est très intéressant. Le traductrice, là, j'étais en mode... Et avec le langage aussi, c'est très, très, très beau. Ouais, il y a le lien à la littérature, quelles lunettes je mets aujourd'hui pour voir le monde, comment je le traduis, comment je le... Comment mêler images et mots, c'est merveilleux ce qui se passe. Et là, j'ai images et mimo. Mais... Images et mimo. Oh là là. Mais on en a plein là, on est en fire. On est en fire. Non, alors du coup, plus sérieusement, moi j'ai aussi ma petite chronique que tu connais, que tu m'as dit tout à l'heure que tu savais pas du tout ce que tu allais répondre, et j'ai dit c'est super, c'est parfait, parce que comme ça tu vas répondre un vrai truc et pas un truc qu'il faudrait répondre. Donc la question c'est si tu étais un objet sous blister, donc c'est-à-dire un objet qu'on peut acheter, je sais pas, dans un magasin, un truc voilà emballé comme ça, tu serais quoi, un objet qui pourrait te représenter? Et bah je pense que ça peut être un énorme objet ou pas. Écoute, le plastique, oui, le plastique c'est fantastique. Et oui, Burger King, le plastique, sous blister, un collectif très engagé, très écolo, quoi, vraiment au max du max. J'ai deux trucs qui me viennent parce qu'ils vont un peu ensemble, mais je serais le fauteuil sur lequel tu es assise. Il est génial. Il est super, hein. Il est génial. Alors attendez, comment vous le décrire? Il est... alors, si des gens ont vu Harry Potter, et ont vu les films Harry Potter, et dans le dernier film, je crois, il y a un gars qui a la capacité de se transformer en fauteuil. Oui. Et ben vous voyez ce fauteuil, et ben voilà, c'est ça. C'est ce fauteuil. C'est un fauteuil comme tu as envie que ce soit un fauteuil, c'est-à-dire qu'il est profond, il est large, il est extrêmement moelleux, il a des hauts accoudoirs et il a quand même un haut dossier. Alors moi je suis tout petit, mais on peut... Oh, mais il a un haut dossier, donc moi je suis tout petit, mais je pense qu'on peut vraiment, même en étant grand, bien se sentir dedans. Il t'accueille, quoi. Ouais, il est sympa. Moi, j'ai envie de te demander aussi, il est de quelle couleur? Ah oui, accessoirement. Et bah, tu vois du pesto. Il est vert pesto un peu.
Tu sais, parce qu'il a un verre un peu passé qui évoque à la fois un basilic cuit et en même temps, il a, tu vois, ces tons un peu plus pâles qui peuvent évoquer un morceau d'ail, un morceau de parmesan, un grain de sel, voilà, sur une huile d'olive. Bien sûr. Bon, et là, putain, c'est le bonheur. C'est une super description de ce fauteuil qui a une giga histoire et je serais ce fauteuil. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire ou c'est trop long? Ah oui, pour terminer, on peut avoir l'histoire du fauteuil. Ouais, on peut carrément. L'histoire, c'est que c'était un cadeau de ma maman pour mes 18 ans. Je voulais un fauteuil de lecture. Oh, waouh. Oui. Ah, Ça se la pète. Hein. Mais ceci dit, je pense que ça doit être super de lire dedans. Putain. Mais c'est génial. Mais tous mes partiels, mes révisions de partiels, c'était ce fauteuil. Et je sais pas, ça fait peut-être du coup presque 10 ans que Voilà, tu vois la posture que tu as? Là, je me suis mise en transversale. Voilà. Oui. Tu captes les jambes sur la coudoir, les jambes qui est sur la coudoir. Et qui permet tout type de position. Il est vraiment super. Et je l'ai eu à mes 18 ans, donc ça fait... J'ai 26 piges, je vous laisse faire le calcul. Et c'est surtout un fauteuil qui a accueilli absolument tous les êtres humains qui m'ont entouré à toutes les périodes de ma vie pour me dire des joies, des tristesses, des chagrins, des colères. Et c'est toujours le fauteuil sur lequel les gens sont venus parler, chiller chez moi et dans tous les apparts que j'ai eu. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un appart, donc mon appart étudiant. J'avais un vieux pouf. Nul à chier. 10 balles à Emmaüs. Pété du slip. Nul. Emmaüs, nous on n'est pas sponsorisé, par contre, on est valide par Non. L'abbé Pierre, on te. Voilà. Et donc il y avait ce pouf nul à chier et ce fauteuil. Et je me suis toujours assise sur le pouf et les gens étaient dans le fauteuil. Et c'est des souvenirs très marquants de voir mes amis un peu plus haut que moi dans ce fauteuil magnifique. Et ça les rendait très beaux et très belles. Alors voilà, je serais ce fauteuil sous blister. Là, il faut une grosse plastifieuse, hein. Mais trop bien. Mais on peut y arriver. C'est très beau. Trop beau. Et ben merci beaucoup. C'est le fauteuil du love. Merci à vous. Merci Mimo. C'était trop cool. Cet épisode qui était trop bien. Un grand merci. Ouais. On est dans un mood cocooning là. Moi, cool. je me sens bien. J'ai plus envie de bouger là. Bah venez, on bouge plus en fait. Franchement. En plus, j'ai plus envie de bouger là. Et bah merci beaucoup à toi. C'était un grand plaisir de faire cet épisode avec toi et on va se quitter. On se retrouve pour le prochain épisode avec... Avec toi, en fait. Avec moi. J'allais dire, je vais aller m'annoncer. Non, je pense que c'est mieux. Après, bon. Moi, j'aime bien quand tu t'annonces aussi. Je pense que tu peux le faire. Donc, alors, on se retrouvera avec Oshun. Voilà, qui est une personne aux multiples casquettes, aucun risque d'une quelconque insolation, puisqu'elle a un nombre de couvre-chefs. Ça, c'est une punchline. Que franchement, à ouvrir une chapellerie. Waouh! Et on met son SPF surtout. Et tout à fait. Et oui. Bonne écoute. Allez, bisous. Bonne écoute, bisous. Sous